Je voulais dire quelques mots sur cette approche, sur cette pratique. Pour les personnes peut-être qui ne connaissent pas le yoga du Cachemire. Et peut-être commencer simplement par dire que, à mon sens, à travers en tout cas le chemin que j'ai fait, puisque j'ai plutôt commencé par la méditation, par des techniques qui m'ont été données par Maharaji, et donc de l'assise. Et ensuite, je suis passée par le Hatha Yoga quelques années plus tard, avec une formation donc à Genève. Et finalement, je pense que quand j'ai rencontré Eric, enfin à travers d'abord les écrits, et puis Jean Klein, j'ai mis plusieurs années avant d'oser finalement aller dans ces séminaires. Donc j'ai lu, j'ai essayé de faire des recoupements avec la philosophie que j'avais pu lire avant, les autres ouvrages, les textes sacrés, mais aussi les textes de yoga, sutras. Et c'était pas évident. Il y avait beaucoup de choses qui s'embrouillaient pour moi. Et j'étais aussi assez imprégnée par la philosophie de Krishnamurti, dont je parle de temps en temps, et de Sri Aurobindo. Et puis, évidemment, de mon tout premier maître, Maharaji. Où finalement il ne semblait pas y avoir grand-chose à aller chercher où que ce soit, puisque toutes les réponses étaient à l'intérieur. Donc, le message de la connaissance de Maharaji. Mais je sentais que dans mon parcours de vie, j'aurais besoin d'incarner ça peut-être quelque part dans le corps, et que l'assise pure ne me conviendrait pas, ou ne m'a pas convenu à ce moment-là, puisque j'avais certainement d'autres ambitions, d'autres arrogances de mon âge, et peut-être un délire, un fantasme sur ce que ça pouvait être que ce yoga, aussi à travers les postures. Et quand j'ai rencontré cette approche, le pont, la résolution, le chaînon manquant était assez évident, euh, tel qu'aussi me l'avait un petit peu présenté Mathieu Richter, qui avait été la personne qui m'a amené à cette pratique. Et je le remercie aujourd'hui encore. Et donc j'ai trouvé enfin, je dirais, quelque chose qui a fait un pont et une forme d'osmose avec aussi tout le reste de ce que je faisais déjà dans la vie, c'est-à-dire en gros plutôt de l'art. Et je me suis dit, voilà, là on a une pratique corporelle qui est vraiment un art du vivant, un art du souffle. Euh, le souffle avec du corps autour, avec nos corps. Euh, et cet art se fait sans aucune destination autre que le don de soi d'instant en instant, chose que je pense j'attendais de manière absolument certaine. Je ne pouvais pas m'imaginer d'autres pratiques qu'une pratique profondément dévotionnelle. Simplement, je pense j'avais aussi besoin d'une forme d'austérité et pas de folklore et de système de croyance en plus que des notions que j'avais déjà apprises finalement autour du souffle donné par Maharaji. Et voilà, je crois que quand j'ai rencontré cette approche, il y a eu une évidence de ce chemin qu'aurait pu être le chemin unique d'ailleurs de toute ma vie à partir du moment où je me suis plongée dedans, et finalement l'art sous une forme plastique est resté, et sous d'autres formes, sous la forme de l'écriture aussi, et c'est très bien comme ça. Mais voilà, pour dire encore quelques mots aussi, le but de cette vidéo étant aussi une présentation, à nouveau pour les personnes qui ne connaîtraient pas, donc je vais essayer de reprendre ce fil.
c'est une approche sans but. Et c'est très difficile peut-être à envisager au départ parce que ici en Occident, dans toutes nos approches corporelles, on a une profonde habitude et un profond désir et besoin de résultats, de progression, de changement. Or, là, définitivement, si on s'ouvre à ce qui est proposé dans cet art, dans ce yoga, il n'y a définitivement pas de point B. Il n'y a pas ce chemin du point A à un point B qu'on visualise et qui est extrêmement présent dans notre culture pour à peu près tout ce qu'on fait. Et il y a cette espèce de retournement de chaussettes, des fois je le vois comme ça, à nouveau de percevoir, et si on en arrive là, c'est probablement que l'intuition nous a été donnée ou que le message est passé par un petit trou de souris à un endroit dans notre vie. Et il va y avoir ce retournement dans la chaussette, mais la chaussette, c'est l'intérieur de la chaussette, c'est aussi l'extérieur de la chaussette. Et je pense que l'image de la chaussette est pour moi plus facile que celle juste du corps et du souple et peut-être plus mignonne en un sens. Et cette libération de l'aspect progressiste et de l'aspect, je dirais même, pédagogique tout court, ce relâchement profond qu'il peut y avoir à l'idée qu'il n'y a rien à apprendre dans une pratique et tout à donner, est quelque chose qui peut être très ennuyeux, très rébarbatif pour pas mal de personnes, mais s'il y a la moindre sensation que peut-être quelque part là il y aurait une voix ou quelque chose, on va assez vite sentir le bouleversement et le profond relâchement. Parce qu'évidemment, dans tout le reste de l'existence, on nous demande sans arrêt de continuer à combattre, à être plus fort, à rester en bonne santé, à progresser, à être meilleur dans ce qu'on fait. Et là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ce rien est absolument magique et fabuleux dans le sens où on peut enfin percevoir profondément qu'il n'y a nulle part où aller chercher quoi que ce soit, mais que par contre il y a tout à faire et à goûter à travers cet instrument qu'est le corps. Et j'ai la chance ou la malchance d'avoir un corps relativement en bonne santé pour mes 50 ans. Mais parfois, à l'occasion de la maladie, comme je viens d'avoir là, je suis amenée à nouveau à ce profond lâchage, ce profond dépôt de ma volonté, même ne serait-ce que de faire cette pratique. Et voilà, dans ce mouvement, dans ces asanas, tels qu'ils restent encore comme une espèce d'alphabet, de hiéroglyphes, il y a une telle magie profonde qui nous est donnée, qui nous a jamais été retirée, en vérité, à découvrir. Et je pense que j'ai l'amour et le feu de partager ça profondément.